Vous regardez Midi 1 TV Afrique, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. Au sommaire de cette émission, nous allons consacrer la première partie à la problématique liée au slam. Le slam est-il un nouvel art oratoire sur le continent ? En deuxième et dernière partie de cette émission, nous parlerons des humoristes web. Internet est-il devenu un nouveau tremplin pour ces nouveaux talents? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Negin. Negin, vous êtes humoriste web. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. J'ai également l'honneur de recevoir Kemit. Kemit, vous êtes artiste, auteur, compositeur. Vous avez démarré par du slam. Merci également d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et enfin, nous avons Chloé. Chloé, vous êtes slameuse. Merci également d'être là pour débattre sur ces deux problématiques. Merci, je suis ravie d'être là. Alors, comme je le disais dans mon introduction, le slam, c'est une poésie orale urbaine déclamée dans des espaces de nature diverses, dans des restaurants, dans du théâtre, dans un club d'étudiants ou encore dans une troupe, hein, c'est le cas pour vous, Chloé, qui est un événement, une tribune d'expression où les personnes sur scène disent de la poésie sous des formes qu'elles désirent, ces personnes-là. Alors, Kemit, est-ce que le slam aujourd'hui, qui est un canal de sensibilisation et de dénonciation à l'image du rap, mais en quoi le slam est-il différent du rap? Déjà, merci pour la question. Bon, pour moi, je pense que le rap et le slam, j'ai l'habitude de dire que rap et slam sont des cousins. Ce sont des cousins qui ne vivent pas forcément dans la même maison. Et je pense que la différence du slam et du rap intervient au niveau de la façon de dire le texte, parce que la base des deux genres, c'est vraiment le texte. Moi, j'ai commencé par du slam. Je suis arrivé à un niveau, j'ai envie de dire un niveau de saturation du slam, parce que j'avais besoin d'aller un peu plus loin. Et j'ai un peu traversé la rive, mais de l'autre côté, ce que j'ai vu de l'autre côté n'est pas très éloigné du slam. Sauf que, voilà, j'avais besoin d'un peu plus de rythme, d'un peu plus de musicalité et d'un peu plus de challenge. Le slam, je l'aime bien, mais à un niveau de ma propre carrière, de ma propre perception de l'art, je travaillais tellement que j'avais besoin de passer un nouveau cap. Et le slam ne me permettait plus, pas il ne permet pas d'aller loin, mais en fait, moi, il ne me permettait plus dans ma démarche artistique propre. J'avais besoin de plus de musicalité, de plus de... Ça commençait à me gêner d'être... Et vous l'avez retrouvé, cette musicalité-là, dans le rap, parce qu'évidemment, vous faites du rap aussi. Ah oui. Vous l'avez retrouvé dans du rap? Ah oui, dans le rap, j'ai trouvé plus de musicalité, j'ai trouvé plus de challenge, parce que lorsque vous montez sur scène en tant que rappeur et que vous n'êtes pas un bon rappeur, on peut le découvrir, on peut le détecter tout de suite. Alors que lorsque vous êtes un slammer, que vous soyez bon slammer ou pas, il n'y a pas de challenge en fait. Pour moi, le rap, si vous avez un bon flow, les gens ils peuvent détecter ça tout de suite et vous dire que vous êtes un bon rappeur. Alors qu'un slammer, je ne suis pas en train de dire que les slammers, faire du slam, c'est pas bon. Je parle de moi, de ma propre carrière et de mon expérience. Je dis que à un niveau, lorsque j'assistais à des soirées slam, parce que j'étais très engagé dans ce mouvement il y a quelques années, je trouvais que c'était trop facile, ça devenait trop facile. Parce que mon texte, pour le coup, je pouvais le donner à quelqu'un, et la personne pouvait lire mon texte et on allait dire « Waouh, cette personne slam bien et tout. » Ça ne me convenait plus. Évidemment, il faut aller à un autre défi. On va peut-être prendre l'avis de Chloé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Kemit vient de dire quand il parlait du slam? Qu'est-ce qui fait justement l'originalité chez un slammer? Qu'est-ce qui fait d'un slammer un bon slammer? Le slammer, déjà, c'est comme un poète, c'est comme quelqu'un qui vient déclamer un texte, mais il vient déclamer un ressenti ou un vécu. Donc, la force du slammer, ça dépend de la manière avec laquelle il peut transmettre des émotions, en fait. Donc, c'est par là que l'on peut voir si
un slammer est bon ou pas, en fait. C'est par sa tenue sur scène, sa façon de déclamer le texte. Sa sensibilité et les sujets qu'il traite. Exactement. Et la façon, s'il a la capacité d'émouvoir son public, en fait, d'emmener son public dans son univers. Et juste, Negin, vous regardez évidemment du slam. Qu'est-ce que vous trouvez d'assez pertinent dans cet art? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ce qui me plaît dans le slam, c'est d'abord le message, la poésie, la manière dont les slammeurs ils écrivent leurs textes, c'est assez cadré. À travers le slam, j'ai l'impression qu'il y a du travail. Il y a du travail qui est fait. Par contre, le rappeur, lui, peut rapper n'importe comment. Il peut rapper sans mettre du travail, sans mettre de la sémantique. Mais le slammer, le travail est mis dans le texte et ça te pousse vraiment à écouter, même si tu ne comprends rien. Kémy, je vous ai senti un petit peu partagé sur l'avis de Negin par rapport au rap. Oui, allez-y. Excusez-moi, Negin. Alors, je pense que c'est une aventure, c'est une expérience qu'on a tous vécue. Nous, on connaît les rappeurs américains. On écoute les morceaux, on a écouté 50 Cent, Jay-Z et tout ça. Moi, il y a des morceaux, et la plupart des morceaux que j'écoutais, il y a 10 ans, je ne comprenais rien. Mais j'appréciais les morceaux. Pourtant, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Donc, le rap a cette capacité-là, de t'emmener dans une certaine vibe, avec le flow, on appelle ça, c'est l'expression qui correspond. Avec le flow du rappeur, il peut te transmettre plusieurs émotions, et même les gens qui sont non rappeurs peuvent apprécier. Après, au niveau de l'écriture, attention, il y a des rappeurs qui se contentent de leur flow, mais il y a aussi des rappeurs qui écrivent excellemment bien. Moi, j'écoute beaucoup le rappeur du sofa. J'écoute Kerry James, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Mais c'est vrai que leur rap n'est pas très loin du slam, aussi en fonction de ce qu'ils utilisent, ce qu'ils disent. Oui, exactement. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le rap, par exemple, de Oxmo Puccino ou de Lino, c'est un rap dans lequel il y a beaucoup d'écriture. Mais l'écriture ne suffit pas, il y a l'écriture et le flow. Donc c'est quand même un plus, quoi. Justement, en parlant de slam, Chloé, comme on disait tout à l'heure, le slam, c'est la prise de parole devant un public. Est-ce que c'est pas très loin c'est pas très loin évidemment du développement personnel? C'est aussi ça le slam. Exactement, c'est pas très loin de ça parce que le slam, il n'est pas fait pour être caché dans la chambre ou ça reste dans le petit cahier dans la chambre. Non, c'est fait pour être dit. Parce que on dénonce des choses, on donne des ressentis et c'est devant un public que l'on fait parce que c'est notre plateforme, c'est devant un public. Le slam, il se dit devant un public, devant un auditoire. Donc, c'est une forme de développement personnel parce qu'elle permet à l'individu, à la personne, au slammer, de pouvoir s'exprimer, de savoir s'exprimer aussi. Parce qu'il y a le fait de parler en public, dire tout et n'importe quoi, il y a aussi le fait de savoir bien parler. Et le slam permet justement de pouvoir bien parler devant les gens. Évidemment qu'il y a une grosse différence entre bien parler et parler bien, et vous arrivez évidemment à le faire à travers le slam que vous apportez sur scène. Parlez-nous un petit peu du travail, comment ça se passe. Évidemment, le slam, comme on l'a dit, c'est de la poésie. Vous utilisez beaucoup de littérature, les alexandrins, des vers croisés, des métaphores. Dites-nous un peu comment ça se passe dans l'écriture d'un texte slam. Exactement. Comme toute forme d'art, il y a une structuration. On n'écrit pas simplement comme ça, on ne déclame pas un texte simplement comme ça. Donc il y a tout un travail derrière. Il y a des slammeurs qui peuvent, ils peuvent aimer se ranger dans une certaine forme de slam, utiliser beaucoup de figures de style ou des proses ou ainsi de suite. Donc c'est ça en fait, chaque slammer a son style à lui. Donc, l'important c'est de respecter une certaine structuration, de respecter des rimes, de respecter les vers et tout ça. Et Negin, évidemment, le slam, comme elle a dit, hein, c'est très étudié également dans les universités un peu partout à travers le monde. C'est une forme de liberté d'expression aussi, le slam. C'est une forme de liberté d'expression parce que le slammer, il n'a pas peur de parler. Parce que
Le rappeur, au moins, lui, il peut se contenir de ses propos parce qu'il peut être dans une période censurée quelque part. Mais le slammer, lui, c'est un poète. Et le poète, lui, il est là pour dénoncer, pour critiquer, pour dire des vérités. Et un slammer, lui, il se sent plus libre que le rappeur, par contre. Parce que moi, je prends ça comme une comparaison. Je ne peux pas m'empêcher de voir le rap et le slam. Parce que le slam, on peut dire, c'est de l'innovation, c'est un nom qu'ils ont donné à peine. Mais sinon, on peut dire son vrai art, c'est la poésie. Et quand on voit la poésie, on voit la liberté d'expression, on voit la vérité. Justement, en parlant de... Oui, allez-y, Kémy. Excusez-moi, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que lorsque vous dites que le rappeur a moins de liberté que le slammer, je suis mais vraiment pas d'accord du tout. Il parlait en termes de censure, c'est-à-dire peut-être qu'en termes de texte, il y a plus de censure chez le rappeur que chez le slammer. Il y a de la censure, mais c'est pas parce qu'il y a de la censure que ça empêche au rappeur de faire des morceaux pour militer, pour défendre des causes. On connaît beaucoup de rappeurs qui ont été emprisonnés en France, comme les, je sais pas, NTM ou Psychiatre de la Rime et le reste, ou en Afrique. On a Awadi. On a le groupe de rap gabonais Mauvaise Haleine, on a plusieurs rappeurs camerounais qui ont été emprisonnés. Il y a un rappeur là, dont Valsero, pour ne pas le citer, qui a été un rappeur qui s'est opposé au pouvoir et qui a fini par passer quelques temps derrière les barreaux. Donc, le slammer peut-être, je pense que la différence intervient au niveau de l'audience. L'audience du slammer est très limitée. Moi, je pense, parce que j'ai fait du slam, et l'audience du slammer est très limitée. Alors que le rappeur, il vient de loin. Il vient de l'époque où on écoutait la musique, on enregistrait de la musique sur des cassettes. Après, c'est devenu des CD. Après, c'est devenu de la musique, des MP3 et tout le reste. Donc, durant tout ce processus-là, le rappeur, il a milité, il s'est battu pour des causes, il a été censuré, et il continue d'être censuré. Il y a beaucoup d'artistes il y a beaucoup d'artistes engagés, des rappeurs qui font des albums qui ne peuvent pas passer en radio parce que le format ne correspond pas à la sauce médiatique commune sur certaines choses. Où les textes sont un petit peu trop engagés, trop dénonciateurs. Mais c'est pas pour autant que les rappeurs ont changé leurs propos. Pour revenir sur Kerry James, lui, sa musique, il passe le temps à donner des coups aux dirigeants, mais c'est pas pour autant que sa musique n'est pas écoutée. Elle ne passe peut-être pas à la télé. Donc évidemment... Voilà pourquoi si on va remarquer, voilà pourquoi le slam ne perce pas. Non, c'est pas... Parce que plus ils disent des vérités, plus il y a des censures. Si vous remarquez bien. Non, je pense que le slam, évidemment, ça évolue. C'est libre. Ça évolue, il y a une sorte de liberté, ça évolue. Mais il y a peut-être moins de censure sur le slam. On va peut-être revenir sur l'état d'esprit, évidemment, dans lequel le slammer ou la slameuse que vous êtes se retrouve. On a l'impression que vous êtes habité par une sorte de mélancolie, de tristesse dans l'image que vous renvoyez quand vous êtes sur scène. Vous avez besoin d'être dans cet état d'esprit-là pour mieux communier avec le public ? Voir le slammer comme quelqu'un de triste, quelqu'un de toujours mélancolique, c'est peut-être un peu caricatural. Le slam, c'est pas que ça. Ça dépend du texte, de ce que l'on veut faire véhiculer aux gens. Si, par exemple, je prends un texte qui parle des orphelins, par exemple, je vais pas prendre un air joyeux, mais je vais prendre un air sérieux pour que les gens comprennent que voilà, les orphelins ont besoin d'aide, ont besoin d'être traités comme des enfants. Ils ont besoin d'être des enfants, en fait. Ils ont besoin de parents et tout ça. Si je fais un texte sur le soleil, voilà, je vais refléter la bonne humeur, la plage et tout ça. Donc, ça dépend de la thématique que l'on choisit dans un texte. Donc, c'est par rapport à cela que l'on se met dans la peau du personnage que l'on incarne dans le texte, en fait. Kémy, la parole sur le continent est très sacrée. On le sait, avec nos grands-parents à l'époque, qui nous racontaient des histoires. On avait les griots, l'arbre à palabres, où on réglait des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir le slam comme un nouvel art oratoire, ou tout simplement une sorte d'évolution de ce que nos parents faisaient jadis ? Bon, je pense que les deux éléments peuvent correspondre, en fait, déjà. Mais je ne pense pas, par contre, que
lorsque le slam est né, lorsque les jeunes ont commencé à pratiquer le slam, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient continuer ce que les griots ont fait. Voilà, à la limite, ils ne les connaissaient même pas tous. C'est en fonction des générations. Il y en a qui sont nés en ville, qui ont toujours connu, qui ont connu autre chose que les griots et tout le reste. Là, donc, je pense que ça s'est passé comme ça. Mais là, le slam aujourd'hui, ce qu'il peut apporter, je pense, l'apport qu'il a dans la société, c'est au niveau de l'indépendance. Moi, quand j'ai commencé le slam, j'étais content, j'étais très heureux parce que ça me permettait pour le coup de venir, d'écrire des choses, de dire ces choses-là sans tout le tralala d'une équipe de managers, de ceci, de cela, des musiciens. Mais non, j'avais pas besoin de ça, j'avais juste besoin d'écrire mon texte chez moi et de venir à un endroit où il y avait d'autres personnes, je déclamais mon texte, on applaudissait, j'étais content et je rentrais chez moi. Donc c'est ça, mais je pense que la force du slam, c'est dans la liberté qu'elle octroie aux nouveaux artistes ou aux personnes qui pratiquent le slam. On n'a pas besoin d'un cadre particulier. Tu peux te retrouver dans un café. Nous, on a commencé à slammer il y a quelques années dans des cafés, dans des bars, quelque chose comme ça là. Et voilà, tu peux le faire en tout lieu. Tu peux même le faire, on l'a même fait dans des bus. Et c'est ça la beauté de l'islam. C'est voilà. De pouvoir, évidemment, s'il faut utiliser le terme, prêcher dans des endroits un petit peu oui. Voilà, où forcément voilà, le rappeur ou d'autres artistes ne peuvent pas accéder. Vous voulez rajouter quelque chose, Chloé? Il y a toute une mise en scène que l'on en fait, le slam regroupe plusieurs choses. Le slam, on peut faire intervenir un rappeur, on peut faire intervenir un comédien, on peut faire intervenir un humoriste. C'est tout un ensemble, en fait. Donc, le slam, c'est vraiment quelque chose de bien. Je trouve qu'il est complet, que le slam est complet, qu'on retrouve un peu de tout à l'intérieur, en fait. On retrouve un petit peu de tout dans du slam. On voit qu'aujourd'hui, le slam est très bien représenté dans tous les pays au monde, hein, que ce soit en France ou en Allemagne, il y a du slam. En Afrique, beaucoup de pays commencent évidemment à se lancer, hein, les jeunes dans cet art, dans cette discipline, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Gabon, au Congo, un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, Negin, on peut dire que l'Afrique porte le slam sur le monde? On peut dire ça parce que c'est comme on disait, moi je vais toujours continuer à le dire parce que le slam, c'est un renouveau. Ça existait au départ, c'était de la poésie. Mais juste que les choses changent. Et puis, le nom slam, c'est venu un peu apporter un renouveau dans... Exactement. D'ailleurs, c'est l'Américain Mark Smith qui l'a appelé ainsi en parlant du slam. C'est un renouveau. Et du coup, lorsque on crée un mouvement, il y a des gens qui se lancent. Et du coup, ceux qui se lancent, et quand ils se mettent là-dedans sérieusement, je crois que ça crée quelque chose de grand. On a des slammeurs un peu partout déjà, au Sénégal, au Gabon. Ils ont lancé des mouvements vraiment... Et au départ, on pouvait se dire que c'est un truc qui ne devait pas aller loin. Parce que quand tu vois le slam, tu as l'impression que c'est un truc un peu restreint. C'est un groupe restreint. Ouais, ils sont en général dans leur zone de confort. Voilà, généralement, ils sont restreints. Ils prestent dans des endroits un peu calmes. Ils ne sont pas trop habitués au public comme des artistes, des rappeurs. Des rappeurs. Ouais. C'est pas le cas pour vous, Chloé. Évidemment, vous êtes dans une troupe, dans un groupe de slammers. Dites-moi un peu comment ça se passe quand vous allez prester. Est-ce que vous sentez que le public est réceptif, captivé par ce que vous dites? D'accord. Déjà, mon groupe de slam auquel j'appartiens, c'est le Mungongo Slam. C'est un collectif de jeunes Gabonais qui vivent à Dakar. Alors, lorsqu'on va prester, il y a un travail qui est fait derrière parce qu'on doit s'accorder, on doit avoir une certaine cohérence dans les textes. On doit aussi adapter nos textes par rapport au public, par exemple. On peut pas, c'est pas les mêmes textes que l'on va faire, par exemple, si on a un public jeune ou un public de vieux. Et puis, il faut savoir que le slam, maintenant, il touche à peu près toutes les générations. Alors qu'avant, le slam, c'était, on peut dire, des jeunes, des adolescents. Mais maintenant, le slam est devenu un peu
un peu plus présent comment dire, il se fait aimer par des générations, enfin par des gens un peu plus âgés, par des adultes en fait. Parce que le slam, c'est pas juste pour amuser, mais il est aussi fait pour conscientiser. Donc, exactement, ça, en fait. Et c'est en fonction des thématiques, comme on l'avait dit, que vous choisissez, qui touchent évidemment le public. Mais comment ça se passe dans le choix des mots? Parce qu'évidemment, pour toucher le public, il faudrait qu'il y ait des mots qui arrivent facilement à interpeller le téléspectateur ou bien l'amoureux du slam qui est venu vous regarder. Comment ça se passe dans le choix des mots? Déjà, si c'est un public qui s'y connaît pas vraiment au slam, ce sera un peu comme, comment dire, lui faire découvrir le slam. Et c'est pas par un français, disons, très soutenu. Parce que là, il va rien comprendre, il va se dire, mais où est-ce que je suis et tout, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais c'est essayer de lui faire comprendre certaines choses. Si je parle, par exemple, des femmes, de l'essor du mouvement Napi, par exemple, je ne vais pas me mettre à utiliser des mots du dictionnaire de Molière et tout ça. Je vais essayer d'adapter mes mots au type de public que j'ai, en fait. Donc, si j'ai des enfants devant moi, je ne vais pas parler un français soutenu, mais je vais parler un français de manière à ce qu'ils me comprennent en fait. Évidemment, un registre familier qui rassemble tout le monde. Kémy, évidemment, quand on parle du slam, le slam aujourd'hui est en train de gagner une sorte de visibilité, de reconnaissance sur le continent et même au-delà, à travers le monde, une belle reconnaissance en tout cas pour cet art qui est le slam. Bah oui. Oui, effectivement, le slam est en train de grandir, il est en train de prendre de l'âge et c'est assez beau à voir. Mais, il y a quand même un mais, je trouve qu'il n'est pas assez vulgarisé. Bon, moi, j'ai fait du slam pendant plusieurs années. J'avais toujours le souci d'aller en profondeur, mais je me suis heurté à plusieurs barrières. Lesquelles? Vous avez eu quoi comme difficulté? Vous avez rencontré quoi comme difficulté? Par exemple, lorsque vous devez, si vous vous présentez pour un événement, un festival ou peu importe, de musique, et que quand vous collez l'identité du slammer, on va vous faire passer en premier. Déjà, ce sera pas, si c'est un festival de slam, ok, mais si c'est un festival de musique, moi j'ai joué à un festival de musique en 2017 ou 2016, je ne sais plus, au Burkina. Mais en fait, on m'a fait passer en premier alors que ceux qui sont passés avant moi, ceux qui sont passés après moi, ils n'étaient pas forcément mieux que moi, quoi. Mais en fait, il y a pas une sorte de valorisation du slammer. Oui, mais justement, on a l'impression que c'est un art qui ne vaut pas grand-chose. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé. C'est ce qui m'a toujours dérangé dans le slam. Et après, au-delà de ça, il y a le public. Nous, on a fait, avec le collectif dans lequel j'étais, je ne vais pas citer le nom, pour des raisons qui ne sont pas les miennes, avec le collectif dans lequel j'étais, on a fait des scènes, on a fait des grandes scènes. On a joué en 2014 au Festival de Jazz de Saint-Louis. On a joué à l'Institut français. Mais ce que j'ai réalisé, c'était plein, il y avait plein de monde, mais ce que j'ai réalisé, c'est que ça reste un art destiné à une catégorie de personnes. C'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui ont un certain niveau intellectuel. Et moi, c'est ce qui m'a toujours dérangé. Pas que je veux faire des choses pour les gens qui n'ont pas de niveau, mais je me dis que c'est une discipline qui doit toucher tout le monde, en fait. Exactement. Tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en quelques mots avant évidemment de marquer la pause pour la deuxième partie de l'émission? Évidemment, Kémy l'a souligné, il y a un manque de visibilité des slammers. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, Léguine? Bon, moi, je me dis que c'est parce que tout le monde ne se reconnaît pas dans le slam. Voilà. C'est comme Chloé, elle a parlé de ça tout à l'heure. Elle a parlé du langage. Kémy, tu as raison quand il dit que le slam, c'est plus c'est trop dans un domaine intellectuel. Or, moi qui n'ai pas peut-être appris, je me mets dans un concert ou bien un festival où il y a un slammer qui passe, je vais me sentir peut-être saoulé si il parle dans un langage où je ne comprends rien. Ou peut-être évidemment, vous n'allez pas vous sentir concerné par ce qu'il dit. Je ne me sens pas concerné en fait. Et voilà pourquoi on ne valorise pas le slam, parce que tout le monde ne se reconnaît pas automatiquement dans le slam. Mais le message est toujours important. Les slammers, ils déversent un message vraiment important quand ils slament. Mais le public
n'est pas forcément réceptif parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ça. Peut-être le public, c'est quelqu'un qui est là pour son show, mais toi, tu viens avec ton air assez sérieux, tu as beaucoup travaillé, tu es assez intellectuel et tu as face à moi peut-être quelqu'un qui n'a pas appris. Donc en fait, c'est beaucoup plus de sensibilisation. En quelques mots, Chloé, vite fait, évidemment, vous êtes dans cette logique-là de vulgariser cet art, cette poésie-là, le slam. Oui, et pour ajouter, comment dire, le slam est un peu, s'il faut dire, minimisé. On minimise le slammer alors qu'il est très important parce que il est comme le rappeur, il est comme le comédien, il est comme celui qui fait du théâtre en fait. Il est très important, il fait passer un message, il est très engagé aussi le slammer. Voilà. Donc c'est ça. Exactement. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News sur Medi 1 TV Afrique. À tout de suite. De retour sur Medi 1 TV Afrique pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. Depuis quelques années, ils sont partout sur Internet, des jeunes humoristes qui réalisent des sketchs comiques en se filmant chez eux avec une petite caméra ou leur téléphone tout simplement, au grand plaisir de leurs fans. C'est le cas pour vous, Negin. Vous êtes humoriste web. Comment vous faites pour captiver, pour retenir l'attention de vos fans? Moi, l'attention de mes fans, bon, j'appelle pas ça fan parce que mes fans, dire fan, c'est un peu trop. Voilà, moi, vous avez un public qui vous suit, évidemment. Ouais, moi, je préfère dire mes abonnés. Voilà. Je préfère dire mes abonnés. Moi, ce que je fais, quand je fais une vidéo, moi, je fais une vidéo pour captiver les gens, mais moi, je fais d'abord ça de mon propre délire à moi. C'est d'abord mon délire à moi, tant que je me fais plaisir à moi quand je regarde la vidéo, ça me fait marrer. Je sais forcément que les gens vont prendre ça du même point de vue que moi, parce que quand je ris, je sais que les autres vont rire. Mais moi, je veux faire partager mon humour aux gens, mon humeur. Donc voilà, je balance une vidéo et puis voilà. Ça vous prend en général combien de temps pour réaliser une vidéo? Évidemment, parce qu'il y a une grosse différence entre un Viner et un humoriste web, même si évidemment vous êtes dans le même registre. Vous êtes Viner et vous êtes humoriste web également. En termes de Vine, ça vous prend combien de temps pour le faire, pour réaliser une vidéo? Pour réaliser une Vine, ça peut faire au moins une minute, mais c'est pas forcément les 1 minute que je vais mettre dans la vidéo. Okay, vous réalisez une vidéo d'1 minute et évidemment vous mettez au moins 30 secondes. Oui. Exactement. Chloé, évidemment, vous suivez beaucoup de Viners, beaucoup d'humoristes web sur Internet. Je suppose que voilà, c'est le cas. Qu'est-ce que vous trouvez d'assez original chez eux? C'est le fait qu'aujourd'hui, ils soient évidemment dans une zone de confort qui est leur chambre et qu'ils arrivent à communiquer avec le public à travers l'humour. Ce que je trouve intéressant avec les Viners, c'est parce qu'ils ont cette espèce de truc là, ils sont naturels en fait. C'est pas travaillé, c'est pas écrit, c'est voilà, ça sort comme ça et c'est juste ça. Et réussir à faire rire les gens sur ça, c'est voilà, je trouve que c'est une réussite. Et vous regardez qui en général comme humoriste web sur Internet? Vous regardez qui en général? Alors là, vous allez un peu m'excuser parce que les noms, j'ai pas trop la mémoire des noms. Mais, oui, mais qu'est-ce qui vous plaît chez eux? C'est les thématiques aussi qu'ils abordent parce qu'évidemment, Negin, certes, c'est de l'humour que vous faites, mais vous sensibilisez aussi à travers les vidéos que vous faites. Oui, je sensibilise. Récemment, j'ai fait une vidéo sur, comment dirais-je, le côté naturel des femmes. J'ai fait la vidéo dans un confort assez distractif, tu vois, dans la distraction, mais j'ai essayé de faire en sorte que les gens comprennent mon message. Et le message que je voulais faire passer, c'est... J'ai essayé un peu de parler de l'affaire des Miss Univers et tout, là, parce que c'était un peu un exemple. C'est un exemple pour les femmes, mais bon, les femmes ne prennent pas ça... Forcément, voilà, sous un angle un peu, voilà, donc c'est désensibilisé. Elles se trouvent que voilà, c'est trop chaud. Donc moi, j'ai essayé de faire passer ça comme ça. J'ai parlé de Miss Univers, mais j'ai essayé de mettre la distraction, j'ai essayé de faire passer le côté de la dépigmentation. Donc j'ai parlé de la dépigmentation, j'ai parlé
voilà, du côté Évidemment, naturel des femmes. sensibiliser Voilà, sur les... sensibiliser. Exactement. Kemit, il y a une flopée aujourd'hui des jeunes humoristes web qui naissent sur Internet. Comment vous analysez cet événement-là, si on peut l'appeler ainsi? Moi, je trouve que c'est une nouvelle époque où les gens n'ont plus besoin d'aller au travail pour gagner de l'argent, pour gagner leur vie. Ils peuvent rester dans leur chambre, avoir leur téléphone, leur chargeur et leur connexion Internet. Ça suffit et voilà. Mais je trouve que ça va dans la même démarche d'émancipation de la liberté d'expression. Parce qu'aujourd'hui, les humoristes, moi j'en écoute plusieurs que je trouve très bons. Et en fait, ils n'ont appris ça nulle part. C'est venu comme ça tout seul, au feeling, peut-être en regardant des vidéos de d'autres personnes. Et c'est intéressant. Je trouve que ça apporte un petit plus à la société. Et surtout, ça permet de décontracter les gens et de parler des sujets sérieux en ayant l'impression que non, on est en train de plaisanter dessus. Et ça, c'est ce qu'il faut en fait. Ça rend les choses un peu plus souples. Évidemment, parce qu'ils ont une manière à eux de traiter l'actualité en le rendant un petit peu ludique pour évidemment essayer, comme vous l'avez dit, de décompresser un petit peu. Oui, ils arrivent à décompresser et à aller au fond des choses, vu que c'est de l'humour et que c'est censé faire rire les gens. Mais on peut aller très très loin dans ça et faire comprendre l'élément qu'il y a tout au fond. Et je trouve que c'est juste génial, quoi. Ouais. Vous arrivez à en vivre, vous êtes humoriste web, vous vivez de cet art? Oui, on vit de cet art parce que à travers des petites vidéos qu'on considère, bon, premièrement, tu ne prends pas ça au sérieux, mais après, tu te rends compte que les vidéos que tu fais, qui partent un peu partout sur Internet, t'apportent des contacts, on t'appelle et tout, et ça te crée des collaborations. Donc, du coup, ces collaborations-là t'apportent. Évidemment, d'autres participations, collaborations, vous participez à des événements, à des festivals. Tu participes tu participes à des collaborations avec des artistes, tu participes à des... En fait, il y a des contrats que tu peux signer aussi. Il y a des contrats que tu signes qui peuvent t'apporter un bon lot qui peut te faire vivre, c'est ça. Évidemment, Chloé, ces humoristes web, ils sont là, mais il a dit Internet, ça reste un tremplin pour eux, pour ces humoristes web, mais ça reste tout de même dangereux parce qu'on a fait un constat, il y a plusieurs humoristes web en ce moment, la toile est saturée, Internet devient un petit peu sélectif en fonction évidemment des humoristes qui arrivent, un peu d'originalité, mais est-ce que c'est pas un petit peu dangereux également quand on voit par exemple des critiques qui sont quand même assez dur envers ces humoristes-là. Beaucoup décrochent, beaucoup vont très loin. Ça reste un petit peu dangereux, Internet. Oui, exactement. Ça reste dangereux. Il faut savoir faire la part des choses et montrer, mais ne pas tout montrer, en fait. Il faut avoir une part de réserve. Et les critiques, on en aura toujours. Que ce soit sur le net ou ailleurs, on en aura toujours. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'on est dans une ère où Internet est partout. On ne peut pas échapper à Internet. Donc, il faut savoir se maîtriser, canaliser sa personne afin de pouvoir continuer ce pourquoi on est arrivé sur le net, en fait. Et allez-y, Kemit. Moi, je pense que cette liberté-là aussi, elle est problématique. Parce que, pour le coup, un humoriste peut tomber dans la diffamation vite fait, quoi. Dire des choses vu qu'il n'y a personne qui contrôle ce qu'il dit. Et en plus, il peut publier comme il veut. En un clic, moi je regarde certains humoristes, dès qu'ils mettent la vidéo, en 2 minutes, il y a près de 50 000 personnes qui ont regardé la vidéo. Je pense quand même que c'est dangereux parce que... Il y a une grosse responsabilité aussi. Exactement, il n'y a pas d'organe pour réguler le contenu de la vidéo. Et il n'y a pas de limite d'âge aussi. Parce qu'il y a des vidéos qui sont réalisées pour les personnes d'un certain âge, mais il y a des enfants de 10 ans et tout qui tombent dessus et ça peut être dangereux aussi. Donc, peut-être qu'il faut réguler ça et mettre des limites d'âge ou je sais pas moi. Ouais, des pare-feux en tout cas pour éviter que des jeunes puissent tomber sur un... Mais en même temps, c'est comme il dit, il y a des limites. Tout le monde a des limites. Parce que tu ne peux pas te mettre à parler des sujets un peu assez interdits. Donc, sensibles. Ouais, insensibles. On va prendre l'exemple du domaine politique. Tu ne peux pas te faire une vidéo parce que tu t'es dit humoriste web, quelqu'un qui a la liberté d'expression ou quelqu'un
donner son message comme il veut. Tu vas te mettre à parler d'un président, ou bien tu vas te mettre à faire une blague sur une personnalité publique assez importante. Donc, il y a des limites à tout. En fait, il y a une sorte d'auto-censure. Voilà, tu peux pas te mettre par exemple à insulter quelqu'un dans ta vidéo et tu vas peut-être dire après que c'est de la blague. Tandis qu'il y a des gens qui suivis et il y a des gens qui peuvent mettre cette vidéo-là. Évidemment, il y a une part de responsabilité de l'humoriste. Il y a des limites. Justement, par rapport à ça, Kémy Taïu a évoqué un point très intéressant par rapport au nombre de vues. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la prison de l'humoriste sur Internet, la course au like et la course au partage? Est-ce que ça n'emprisonne pas un petit peu l'humoriste en termes de travail? En termes de travail, je me dis que oui, parce qu'au fur et à mesure, on a plus de vues, plus de likes et tout ça, on se dit, on se met une sorte de pression, on a toujours envie de bien faire et parfois on peut ne pas bien faire et ça paie cash direct. Claire comme horizon. Donc Internet, ça reste un petit peu une prison dorée pour vous? Parce que c'est une prison parce que au départ, quand tu fais une vidéo, tu as l'impression que la première vidéo que te donne peut-être le succès est d'une vidéo que tu n'as même pas en fait mis, tu n'as pas mis du cœur, tu n'as pas mis, voilà. Tu as pensé à la vidéo fait le buzz. Et quand la vidéo fait le buzz, tu as envie encore de refaire la même chose. Mais tu te rends compte que ce n'est pas tout le monde qui va revenir comme la première vidéo. Et du coup, ça te met une pression, tu as toujours envie de faire. Et c'est là où il y a d'autres qui font de l'autodérision, qui sont obligés de faire des conneries pour se faire remarquer encore plus. Et du coup, ça devient très dangereux. Évidemment. Oui, Kémy, allez-y, vous voulez rebondir sur un point. Et sur l'élément dont il vient de parler, l'élément qu'il vient d'évoquer, alors moi je tombe parfois on ne choisit pas ce qu'on va voir sur le net. Parfois tu es en train de défiler sur des pages, tu vois des choses incroyables quoi. Des gens qui se mettent des trucs, je ne sais même pas, juste parce qu'ils sont là, ils cherchent à avoir des likes. Et puis il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner, c'est que les likes là aussi sont monétisés. Donc c'est de l'argent en fait. Donc ils sont en train de chercher de l'argent, mais ils le cherchent sans se contrôler. Et ça devient plus que dangereux. C'est ça le danger. Et évidemment, on l'a encore dit, Kémy vient de le redire, c'est la course au like, Chloé, la course au like pour ces humoristes. Alors, on a évidemment un petit peu dépeint le côté un peu noir de l'humoriste web, mais il n'y a pas que ça. Évidemment, il y en a aujourd'hui qui arrivent en vivre. Il y a plein d'exemples de success story sur le continent. Ça reste un nouveau métier, si on peut le dire ainsi. Oui, bien sûr. C'est une sorte de vulgarisation de l'humour, s'il faut dire ça comme ça. Il y a je ne sais pas si c'est un Viner, mais il y a un humoriste web que j'aime bien, c'est Mr V. Voilà, il a commencé à faire des petites vidéos dans sa chambre et tout, et il a pris tellement de succès qu'on l'invite sur des plateaux télé, qu'il fait des films et tout ça, voilà. Donc il y a un bon côté et un mauvais côté. Il faut juste essayer de garder l'équilibre. Entre les deux, évidemment. Elle a dit également à Mr V, qui est un comédien français, youtubeur très suivi également, qui aujourd'hui a lancé une carrière dans le cinéma. Le constat qu'on a fait en général, c'est que ces humoristes web finissent évidemment sur la scène. C'est le cas pour vous? Vous avez ça en projet de demain finir sur la scène? On n'envisage jamais ça quand tu commences les vidéos, mais après tu finis, donc on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Et vous êtes dans cette optique-là de demain d'écrire un one-man show? Oui, pas de souci. Si ça arrive un jour, moi je ne vais pas refuser. Moi je vais pas refuser, voilà. Alors ça fait 3 ans que vous pratiquez, on va dire cette discipline, si on peut l'appeler ainsi. Ça fait 3 ans que vous êtes sur Internet à faire rire le public. Vous vous inspirez de quoi en général? Quelles sont les thématiques qui vous poussent évidemment à écrire? Parce que ça reste écrit, même si c'est un petit peu spontané ce que vous dites, mais derrière il y a une forme d'écriture. Oui. Je m'inspire de ma maison, mon quotidien, ce que je vis chez moi, ce que je vois dans mon entourage, à l'école, parce que la plupart de mes vidéos là, en ce moment, je les fais là, dans mon institut. Voilà, je prends des étudiants avec moi et tout, et je trouve un sujet qui me vient à cœur depuis la maison, et je le fais à l'institut. Donc voilà, c'est mon entourage, mon quotidien, et ce que je vois aussi, parce que moi je peux m'inspirer d'un autre aussi, d'un autre comédien, et puis voilà, j'essaie de faire ça dans une autre forme, mais voilà, en transmettant le même message. Et vous parlez d'inspiration, justement, qu'est-ce qui vous a poussé
à le faire? Vous êtes inspiré de qui? Comment est venue cette envie de vous lancer dans l'humour sur Internet? Bah, je ne me suis pas inspiré de quelqu'un, comme je disais, parce que j'ai fait d'abord ça dans l'ennui. C'était d'abord de l'ennui. Mais après, quand tu fais ça, tu te rends compte que ça te donne une certaine personnalité. Et du coup, pour te prendre en main, tu dois suivre quelqu'un. Et en suivant des vidéos pour des montages, pour des réalisations, j'ai essayé de prendre exemple chez un humoriste web ivoirien, Ange Freddy. C'est un peu lui qui m'a motivé et c'est lui qui m'inspirait un peu à devenir ce que je suis. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, Kémit, ils sont là, hein, ces humoristes web. On arrive à composer avec eux, déjà parce qu'ils nous apportent beaucoup. Hein. Comme on disait, on arrive à déstresser quand on sort d'une compétition ou bien d'un événement un petit peu difficile. Ils sont là, ils arrivent à nous apporter cette joie de vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement? On a parlé d'encadrer. Est-ce qu'il faut apporter la censure réellement par rapport à ce qu'ils disent, histoire de… évidemment, on ne dit pas tout sur Internet. Bah, je pense qu'il faut peut-être pas encadrer, mais structurer ce qui se fait. Et puis, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que si c'est structuré, il y aura le même engouement qu'il y a aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que, parce qu'il y a des pages, sur lesquelles moi je vais régulièrement, parce qu'ils nous ont habitués à une fréquence dans la publication. Exactement. Et là, on oublie même que derrière, ça ne nous regarde même pas qu'ils se fassent des sous derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est juste passer un moment fun. Quand tu regardes, tu peux être en colère et tu te marres, tu es bien, quoi. Et après, voilà, je pense que c'est bien aussi parce que ça, du coup, pour le coup, ces éléments permettent de répondre à autre chose. Le problème du chômage, par exemple. Là, on a des gens qui se prennent en main, qui n'ont pas besoin d'écrire de CV ou quoi. Moi, je connais des humoristes ici, là, qui se sont achetés des voitures en un an. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien, quoi. En fait, c'est une forme d'entrepreneuriat 2.0. Exactement, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est de l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat qu'on ne trouve pas dans un vase. C'est quelque chose c'est du freestyle, si tu décides de le faire et puis tu te lèves un matin, il y en a qui se filment, ils se lèvent, ils se filment dans leur chambre, dans la rue, et c'est beau. Moi, je trouve ça beau parce que c'est dans la spontanéité. C'est authentique, c'est original et en plus ils n'ont pas de compte à rendre à personne, à part quand ils dérapent, où ils doivent rendre des comptes. Et évidemment, on a parlé tout à l'heure de l'autocensure, évidemment. En parlant justement d'autocensure, vous êtes évidemment des fois censuré par le public qui n'apprécie pas évidemment ce que vous dites ou qui vous trouve moins drôle, qui en tout cas profère des paroles un petit peu dures. Comment vous arrivez à gérer ça en tant que humoriste? Est-ce que ça vous arrivait de recevoir ce genre de commentaires un petit peu durs à votre égard? J'ai déjà été censuré, je crois 3 fois. Ouais, on a signalé ma page parce que j'avais parlé de la politique dans une de mes vidéos. Et du coup, il y avait une politique qui était mise en place pour bloquer tous les comptes et toutes les pages qui parlaient de la situation politique en ce moment dans le pays que j'étais, au Gabon. Donc, j'ai été censuré, ils ont bloqué ma page pour des raisons personnelles, parce que j'avais parlé un peu du truc un peu. Voilà. Et comment vous avez vécu ça? Évidemment, là, c'est une autre censure, c'est la censure, on va dire, d'Internet, mais je vais parler de la censure de votre public, des gens qui vous aiment, qui vous regardent, qui vous trouvent des fois moins drôle sur une vidéo. Comment vous arrivez à gérer ça, en fait? Est-ce que demain, vous vous dites, je travaille doublement pour satisfaire? Le truc, c'est que si tu te laisses aussi embarquer par les commentaires négatifs, ou voilà, tu es trop aussi embarqué dans les commentaires positifs, tu vas changer complètement. Le truc, c'est que tu dois rester la même personne. Quand tu as commencé, lorsque tu deviens star, lorsque tu as de l'argent, tu dois toujours garder cet esprit-là en toi, cet esprit simple. Parce que nous avons remarqué que lorsque les gens ils prennent trop des commentaires négatifs, ils se replient, ils viennent dire voilà, c'est là où ils foutent encore. En tout cas, qu'ils apportent des propos un petit peu qui dérangent. Voilà, Chloé, oui, allez-y, vous voulez… allez-y. J'avais une petite question pour lui. C'est le côté naturel. Moi, c'est ce qui me plaît chez les Viners. C'est ce côté spontanéité-là qui fait en sorte que voilà, je m'éclate toujours et qui fait en sorte que je peux regarder plusieurs vidéos à la chaîne. Mais est-ce que c'est pas difficile entre le début
d'avoir cette espèce de naturel-là, de la spontanéité. Et lorsqu'on a déjà plusieurs vues, plusieurs likes et tout, de verser dans la facilité. Voilà, ouais. voilà. Ça devient difficile parce que au début, tu n'as pas cherché à capter les gens. Maintenant, ça devient difficile au niveau où tu veux essayer de te faire une personnalité dans un domaine bien précis. C'est-à-dire que tu choisis, peut-être si tu veux peut-être être voilà, créateur de vidéos, vidéaste, tu veux être viner, tu veux être un humoriste. Et là, il va falloir que tu viennes avec un certain mouvement là qui capte les gens. Et là, ça devient difficile parce que tout le monde ne va pas forcément adhérer à ce que vous allez proposer. Effectivement, alors Kémit, il y a évidemment, on parle de ces humoristes web qui apportent beaucoup dans le contenu qu'ils postent tous les jours sur les réseaux sociaux, mais en Afrique, évidemment, avant d'observer cette espèce de notoriété qu'ils ont aujourd'hui, de reconnaissance, ça a été quand même difficile. Je veux dire, aujourd'hui en Afrique, on a une perception un petit peu péjorative de ce métier-là, parce qu'on se dit faire de l'humour, c'est quelqu'un en tout cas qui n'a pas de projet de vie. Clairement, et même pas que dans la comédie, même dans la musique. Dans la musique, lorsque les parents t'envoient à l'école et que tu arrives au niveau où tu as ton bac, tu vas à l'université, alors eux, le schéma conventionnel, c'est que tu termines tes études, tu trouves un travail, tu te maries et puis à 50, 60 ans, tu vas à la retraite et puis c'est fini ta vie. Alors que là, les comédiens ou les artistes, ils apportent autre chose. Ils prennent des risques parce que pour le coup, les parents, ils ont dépensé de l'argent pour vous faire suivre un parcours bien précis qui, normalement, au final, va vous permettre d'aller à un endroit bien précis où vous aurez une vie assez paisible et tout. Mais eux, ils choisissent autre chose. Et c'est cette prise de risque qui emmène à un autre niveau. On a des comédiens qui arrivent à avoir de vrais contrats, qui vont dans le cinéma, qui deviennent de grands acteurs, qui font beaucoup de films, qui ouvrent des fondations même, pour pouvoir aider pour pouvoir aider beaucoup de gens. Alors que s'ils auraient choisi le chemin conventionnel, ils auraient de quoi vivre, ils n'auraient pas ces éléments qu'ils ont en plus. Donc c'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque qui peut être positive ou négative, parce que ça ne marche pas toujours. Entre les 10 ou les 100, les 10 ou les 100 comédiens qui sont très connus, il y a peut-être 10 000 derrière qui font des vidéos tous les jours et ça ne marche pas. Donc, évidemment, comme je disais tout à l'heure, la toile Internet devient saturée. Évidemment, ça reste un tremplin toujours pour eux, mais un tremplin comme Chloé disait, il faut avoir le juste dosage entre ce que vous faites et le message que vous envoyez derrière également. Kémit parlait tout à l'heure de la difficulté, évidemment l'image un petit peu péjorative que nos parents ont de l'humour. Comment vous êtes arrivé à convaincre les vôtres? Moi, personnellement, c'était mon père. Mon père, lui, puisqu'il est dans le domaine du journalisme, donc lui, il a eu des collègues qui lui ont fait part de ça, que voilà, on voit des vidéos de ton fils et tout, et dans des WhatsApp, sur Facebook, partout sur Instagram et tout, là où il fait un peu des conneries. Voilà. Donc, du coup, lui, à la maison, il est venu, il m'a fait part de ça, il m'a sérieusement grondé, que ça c'est quoi? Donc moi je te mets à l'école et tout, tu es un étudiant. Ouais, évidemment, il allait un peu fort, mais comment il a réagi très mal. Il voulait même pas. Non, ça sert aussi un petit peu de barrière, évidemment. Donc il faut beaucoup de sensibilisation auprès des parents pour dire qu'aujourd'hui, l'humour, que ce soit sur Internet ou sur les planches, ça reste un métier, tout simplement. Exactement. Chloé. Mais nous, en Afrique, surtout nos parents, nos grands-parents, pour eux, ils ont un chemin classique. Comme disait Kémit, on apprend, on travaille, après on va à la retraite. En fait, c'est une vie monotone en fait. Alors que tous ces arts-là, le slam, les vines, le rap, ça permet l'épanouissement de la personne en fait. Donc c'est juste ça, on fait partager aux gens ce qu'on a en nous. On montre aux gens réellement comment on est.
C'est tout. Et en termes de montrer comment on est, l'humour aussi, comme on le dit, c'est une arme de destruction massive dans le sens où on arrive facilement à en rire. Et évidemment, aujourd'hui, les grands, c'est vous les humoristes qui apportez beaucoup. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, hormis le côté évidemment un peu réfractaire de vos parents, quand vous avez décidé de vous lancer dans ça? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, c'est d'abord ton entourage. Parce que les gens se disent que quand tu deviens un peu populaire, voilà, ils ont un peu des jugements assez particuliers sur certaines personnes. Bon, moi, par contre, il y a des gens qui m'ont connu, soi-disant, j'étais simple. Et aujourd'hui, parce qu'ils voient la popularité sur les réseaux sociaux, ils me traitent de vantard, en fait, on vous trouve un petit peu hautain. Voilà. Et du coup, ça frustre parce que tu te dis, toi, tu es au service des autres, voilà, pour faire plaisir les autres et eux. En fait, en retour, il n'y a pas vraiment cette sorte de reconnaissance que vous attendez. Si ce n'est peut-être sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut dire qu'on a un amour virtuel. Parce que l'amour virtuel, c'est-à-dire ceux-là qui t'aiment sur les réseaux sociaux, et il y a ceux-là qui te détestent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, c'est le revers de la médaille. Voilà. On va vite fait, avant de évidemment clore l'émission, réussir en Afrique sur Internet, les jeunes humoristes, c'est possible, Kémit? Ah oui, c'est possible. Mais il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de jeunes qui font des choses, des choses qui marchent. Mais le problème, c'est quand même nos parents. Le problème, ce sont les parents parce qu'ils ne nous encouragent pas forcément dans cette démarche. Mais c'est normal aussi, parce qu'ils ont le souci de voir leurs enfants dans de bonnes conditions, de réussir. Mais ils se disent que ce chemin-là, peut-être que ça ne va pas marcher et qu'il y a un chemin plus simple. C'est le chemin conventionnel que les jeunes n'aiment pas, mais c'est celui que les parents ont eu par leurs parents déjà. Donc, c'est ça, mais ça peut donner quelque chose. Évidemment, ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Mais moi, je pense que si on se donne les moyens de réussir, ça prendra le temps que ça prendra, mais tout le monde a la possibilité de réussir. Évidemment, ça prendra le temps que ça prendra. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Merci Negin d'avoir participé. Merci Chloé, merci Kémit. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Génération News sur Medi 1 TV Afrique. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.